Laurent Dubreuil, athlète et médaillé olympique en patinage de vitesse longue piste. Les Jeux d'hiver, ça te connaît, les Jeux d'été? Comme fan, oui. Comme participant, évidemment, non. Mais j'ai très hâte de regarder ça à Paris. C'est un rendez-vous. Je suis devant ma télé pas mal pendant 3 semaines sans arrêt. C'est drôle, je te pose des questions, je sais déjà les réponses. Je sais que tu es un fan, tu as les chiffres en tête, tu as les disciplines, tu es incroyable. Puis je connais quelqu'un qui est aussi fort que toi, peut-être plus Ah, encore. peut-être même meilleur, oui. J'ai hâte d'y parler, oui, exactement. Dominique Gauthier avec nous. Les deux côtés de la médaille. OK. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Bienvenue à Les deux côtés de la médaille. Ici Marc Durand, journaliste, et Laurent Dubreuil, patineur de vitesse, athlète olympique, médaillé, champion du monde, record du monde junior. Bref, plein de choses et passionné de sport, baccalauréat en journalisme, en communication. Salut Laurent. Salut Marc, ça va bien? Ben oui, ça va bien parce que ça fait tellement plaisir d'être avec toi. Ce rendez-vous qu'on veut le plus souvent possible, pas seulement parce que c'est les Jeux de Paris qui s'en viennent, mais avant et après, il y a 4 ans, il y a plein de choses qui se passent et malheureusement, nos athlètes parfois et nos sports sont un peu oubliés parce qu'on s'intéresse beaucoup à Cole Caulfield. Mais j'aime ça aussi, le hockey. Ben oui, c'est ça. Oui. C'est rien contre le hockey, mais je pense qu'il y a des sports qui méritent d'être suivis à l'année beaucoup plus que juste le hockey. Puis c'est un peu pour ça qu'on est là. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Dominique Gauthier, salut! Hey, salut à vous deux. Je sais que tu es connu, mais je vais quand même dire que tu as été membre de l'équipe nationale canadienne de ski acrobatique, tu as fait les Jeux en 98, tu es devenu entraîneur de l'équipe canadienne et japonaise, tu as coaché des médaillés d'or, entre autres Jennifer Isle, Alexandre Bilodeau, tu as fondé B210, une organisation qui aide les athlètes à atteindre leur plein potentiel sur le plan sportif, ça fait presque 20 ans maintenant. Et aussi un des spécialistes olympiques les plus respectés au pays, collabore régulièrement avec Radio-Canada à l'aide de ses opinions bien tranchantes. Ça résume un peu quand même. Ben, merci pour cette belle introduction-là. Non, mais sérieux, écoute, on t'entend sur toutes les tribunes, ta chronique, je ne sais pas, hebdomadaire ou mensuelle sur ce qui se passe au Canada et dans le monde au niveau du sport. Ça vient de où, toute cette attention, mais pas cette attention. Ça vient de où cette passion pour les sports autres que celui que tu as pratiqué pendant des années, le ski acrobatique? J'ai été toujours un passionné, là, je cherchais même un mot plus fort que passionné du monde de l'olympisme. Depuis que je suis tout jeune, moi, ça m'a marqué ces 5 anneaux-là et j'ai toujours regardé tous les sports. Je suis quelqu'un qui, oui, naturellement, était un expert dans mon sport, le ski acrobatique, là, mais j'ai toujours regardé ce qui se faisait à côté. Je connaissais tous les athlètes. Puis même tellement que, tu sais, je me rendais à Nagano, dans le village des athlètes, puis moi, je connaissais tout le monde, tu sais, mais j'étais certain que le monde ne me connaissait pas. Puis ça, c'était avant qu'on se suive tous sur Instagram, là, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, j'étais un fan de patin de vitesse. J'étais un fan de tous les autres sports. Je regardais tout. Donc, je pense que c'est tout simplement un naturel qui fait que lorsque j'ai pris ma retraite, je suis devenu entraîneur. Et là, surtout en créant B210, bien là, j'avais la chance de me retrouver en quelque sorte à être un directeur de haute performance pour tous ces sports-là. Et là, on parle de patinage artistique, à bobsleigh, à décathlon. Donc, l'éventail est très large. Donc, c'est sûr que quand je travaille aux Olympiques pour Radio-Canada ou que je fais des chroniques ou que je fais un podcast comme celui-là, ben, ma job fait que je suis le meilleur recherchiste au monde. Parce que c'est ma job. Alors, quand même j'ai beaucoup de connaissances, là, tu sais. J'ai pas besoin de recherchistes. Tous ces entraîneurs-là, tous ces athlètes-là, au fil des ans, B210, là, c'est pas facile à résumer, mais dans le fond, vous aidez. Moi, j'ai toujours comme ça que je l'ai compris. B210
finance les performances optimales d'un athlète. Vous êtes capable, c'est le but, de faire passer un athlète qui est 3e, 4e, 5e au monde à premier. C'est ça le but. Pour qu'il manque de rien. Je reprendrai un de tes mots, je dirais plutôt la préparation optimale. Ouais. Okay. Parce qu'on le sait tous, Laurent le sait, le jour J, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Je suis un bon exemple. Moi, je me suis pété le genou 10 jours avant ma performance olympique. J'ai réussi à y aller, mais ça n'a pas été la performance de ma vie. Ça a été mon pire résultat cette année-là. J'ai été 17e. C'est quand même bien, considérant que j'avais un genou. Mais pour moi, je pouvais regarder derrière à Nagano et n'avoir aucun regret. Puis c'est ce que je veux que les athlètes qu'on aide, qu'on supporte, qu'ils puissent être là sur la ligne de départ, dans le milieu de la glace et se sentir parfaitement prêts. Après, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Ceci étant dit, bien sûr qu'on veut des médailles, puis surtout des médailles d'or, mais notre travail à nous est fait, notre satisfaction, notre degré de satisfaction, c'est quand on sait que l'athlète ne pouvait pas être mieux préparé. Après ça, le reste, ça ne dépend pas juste de nous et de lui ou elle. Oui, bien sûr. Et pour peut-être fermer la parenthèse, pour ceux qui s'intéressent et veulent en savoir plus sur B210, j'ai eu la chance de faire un documentaire en 2016. Je pense que ça résumait bien un peu l'arrivée de B210 et tout l'entourage, si on veut, et la façon de fonctionner. Alors, c'est disponible sur tout.tv encore et YouTube, je crois. Alors, B210, la recette B210 avec Dominique Gauthier, Jennifer Hale et J.D. Miller. Laurent, peut-être pas B210, mais certainement, tu as des points avec Dominique. Je pense que tu aimes tous les sports olympiques aussi. Hein? Ben oui, exact. Moi aussi, je me considère expert en seulement un sport, mais un grand fan de la grande majorité des sports. Puis, moi, les Olympiques, c'est une histoire d'amour depuis que je suis jeune. Puis, en fait, dans le sous-sol chez mes parents, il y a 2 TV accrochées au mur. Parce que pour les Jeux de Londres, on avait dit à mes parents, c'était pas assez une télévision. Je voulais regarder de l'athlétisme puis de l'haltérophilie en même temps, ou des sports qu'on n'avait jamais regardé de notre vie à ce moment-là. C'était comme, c'était pas assez. Puis là, maintenant, c'est même télé, ordi, l'autre ordi. On regarde tout en même temps. Fait que je partage ça avec Dominique, puis c'est vraiment quelque chose que... C'est magique, les Olympiques. Il y a une magie pendant les Jeux de compétition. Toutes les compétitions multisports comme ça, puis évidemment, il n'y en a pas de plus grosses que les Olympiques. C'est vraiment des moments privilégiés pour moi dans ma vie, même ceux que j'ai pas participé, là, même ceux que j'ai juste regardé à la télé. Oui, puis tu sais, Laurent, excuse-moi, je voulais juste... Parce que tu parles de l'ampleur de ce moment-là, puis la magie des Jeux, puis tout, puis on est les premiers, les 3 ici, à dire qu'il n'y a pas assez qui se fait entre les Jeux, tu sais, mais il faut comprendre que ce qui fait que les Jeux sont les Jeux, c'est que soudainement, on devient tous intéressés à des choses qu'on ne regarderait jamais normalement. Parce que c'est tellement un moment intense, que ce soit le saut en hauteur avec Derek Drouin aux Jeux de 2016, que soudainement, on s'est tous mis à regarder du saut en hauteur. Je vous confirme que j'en ai pas regardé un seul saut en hauteur depuis 2016. Tu sais. Oh, mais Tokyo, c'était intéressant pourtant. La médaille partagée. J'exagère un peu. C'est sûr que j'ai quand même regardé un peu. Mais à la fin, je comprends. Il n'y avait pas le même intérêt, tu sais. Ou le même suspense, devrais-je dire, parce qu'on était moins impliqués. Il n'y avait pas de Canadiens. Mais mon point que je veux dire, c'est que souvent, on entend les gens dire, ouais, mais on devrait faire des... Tu sais, porter plus d'attention sur les championnats du monde, ici et ça, mais qui est-ce qui s'est levé le matin à 5 heures pour regarder les championnats du monde de judo, tu sais? Probablement personne à part les gens vraiment impliqués. Les Olympiques, c'est ça qui est beau. Ça vient rechercher tout le monde qui ne sont pas impliqués directement, normalement, ou même du monde qui ne suivent pas le sport, puis soudainement, ils regardent du coin de l'œil, puis un événement qu'on ne regarderait jamais devient tellement intense parce que c'est la magie du moment, les Jeux olympiques. Donc, autant qu'on a en fait, j'ai une relation amour-haine maintenant avec les Jeux, autant je suis conscient aussi que c'est irremplaçable. Puis je comprends qu'il y en a plein qui veulent essayer de réinventer tout plein de choses, mais ça ne se remplace pas. Il faut cet événement-là international qui arrive une fois aux 4 ans, qui fait qu'il y a un suspense complètement fou, qui fait qu'une chose qui serait pas intéressante normalement elle devient extrêmement intéressante à ce moment-là. Donc, voilà. C'est ça que je voulais juste dire, là, parce que des fois, c'était ma question, Dominique. C'était ça, justement. Peu importe ce qui arrive, et c'est triste de dire ça, là, mais peu importe ce qu'il y a autour, puis souvent c'est très négatif et tout ça, mais ça reste que pendant 3 semaines, on ne peut pas s'empêcher de regarder les meilleurs athlètes au monde en même temps, à la même place. C'est comme je dis souvent, sinon on fait quoi? Et on fait quoi? Ça ne marchera pas les championnats du monde. C'est pas vrai qu'on va les regarder, à moins d'être un fan de tel ou tel sport. Ou à moins d'être comme nous 3 qui aiment regarder un peu tout. Puis encore là, il faudrait que ça soit à la bonne heure, un jour qu'on n'est pas au travail. Puis là, on ne fera pas d'exception pour regarder. Alors que pour les Jeux, on organise notre horaire en fonction de ça. Et c'est pour ça que, il faut mettre de la lumière sur ce qui est négatif, je pense. C'est ce qui permet d'améliorer les choses.
Mais en bout de ligne, c'est une compétition extraordinaire de tous les meilleurs athlètes au monde qui doivent performer à un moment précis. Et autant que c'est cruel, ben c'est ce qui fait que c'est aussi magique. C'est parce que c'est si cruel en même temps, parce qu'il faut que tout s'aligne cette journée-là pour que tu puisses gagner. Même les athlètes qui dominent doivent être en santé, pas se virer la cheville en sortant de la voiture, pas attraper un virus la veille. Hey, c'est fou. Il n'y a rien au monde qui ressemble à ça. Non. Il n'y a rien, à part peut-être un astronaute qui s'en va sur la Lune, puis il garde, il n'y a pas le choix. Là, c'est la vie qui en dépend. Ouais. C'est la vie qui en dépend, mais il n'y a rien dans la vie où c'est si important de réussir. Il faut qu'il arrive rien de spécial. Absolument. C'est ça qu'on aime aussi, je pense, et c'est ça qui fait en sorte que les héros deviennent des héros nationaux, des héros internationaux pour la vie. Là. Voilà. On est athlète olympique toute une vie. Laurent, on en a parlé récemment, justement, les Jeux prennent beaucoup de place, puis c'est génial d'avoir, dans ton cas, une médaille olympique, mais on dit aussi, malheureusement, on juge parfois une carrière avec une performance d'une journée. Moi, mon père m'a déjà dit, puis j'ai adoré ça comme image, il dit, ta carrière, c'est comme un livre, puis les Olympiques, c'est une page. C'est juste une page de ton livre, là, tu sais. Ouais. Si tu l'as fait une fois, là, mettons que tu as une carrière de 6 ans là, sur la Coupe du Monde, les mondiaux, là, ben les Olympiques, c'est une journée. C'est ça qui fait que c'est extrêmement stressant. C'est ça qui fait que les enjeux sont énormes. C'est la beauté ou le malheur, dépendant, tu termines à quel rang. Mais en effet, c'est pour ça qu'on regarde aussi. S'il y avait les Olympiques à chaque année, je pense que l'intérêt diminuerait assez rapidement. Là, on s'entend. Là. C'est juste assez souvent pour qu'on aille hâte au prochain, mais c'est tellement dans longtemps que justement, il peut se passer bien des affaires, ça rend le jour J vraiment important. Puis moi, évidemment, comme patineur de vitesse, ben oui, c'est sûr, je suis capable de voir l'importance dans le reste, mais on s'entend que les Olympiques, c'est ce qu'il y a de plus gros, c'est évident. Moi, la seule chose comme sportivement que je trouve triste, c'est des grands champions qui, pour X raisons, ça n'a pas fonctionné, qui sont vraiment oubliés. Dans le sens, c'est comme t'es médaillé olympique ou tu ne l'es pas, puis je veux dire, maintenant, je le suis, mais je me considère pas meilleur depuis que j'ai ma médaille olympique, on s'entend. Tu as le meilleur exemple dans ton sport? Tu as le meilleur exemple dans ton sport? Oui, Waterspoon, il est juste médaillé d'argent olympique. C'est le plus grand champion, un des plus grands champions qu'on a jamais eu, le plus grand médaillé en Coupe du Monde, le plus grand médaillé d'or, 67 médailles d'or en Coupe du Monde. Puis on se rappelle de son on se rappelle qu'il a planté en pleine face au départ à Salt Lake City quand il allait gagner. C'est incroyable. C'est cruel. C'est très, très, très cruel. Puis c'est ça que je trouve triste parce que son histoire va toujours avoir une connotation négative. Les gens se souviennent de ça. Puis il faut quand même être un spécialiste ou un connaisseur de patin pour se souvenir du reste, mais il a fait plus de fois le record du monde que moi j'ai des victoires en Coupe du Monde. Je veux dire, pour lui, un record du monde, c'était même pas si rare que ça. Là. C'est un des meilleurs patineurs de tous les temps. Puis ça peut quasiment ruiner des carrières une mauvaise journée. C'est ça qui est cruel, mais c'est ça qui fait qu'on regarde en effet, comme tu disais tantôt. S'il n'y avait pas cet enjeu-là, on n'aurait pas le même intérêt à le regarder. C'est comme un film, dans le fond. C'est les Jeux olympiques, à toute heure du jour, il y a l'histoire qui s'écrit. Puis il y a un film avec des héros, des méchants, il y a des fins tragiques, il y a des grandes histoires, des grandes célébrations. C'est un peu ça. Encore une fois, Dominique, je pense que tu marques un point quand tu dis qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas ça? C'est triste parce que souvent on va dire Alex Harvey n'a pas gagné ou Eric Guy n'a pas vraiment tout gagné. Ou on donne des exemples qu'on connaît, là, qui sont de grands champions. Ouais. Mais et d'autres vont gagner une seule fois, peut-être une seule victoire en carrière. Ça arrive en ski alpin, parfois des surprises et tout d'un coup, ça devient un héros pour la vie alors qu'il a connu une carrière un peu ordinaire. C'est particulier tout ça, puis comment on ferait pour s'en passer? Ouais. Qu'est-ce qui est mauvais avec le mouvement olympique et les Jeux olympiques? Je pense que depuis les Jeux de Sochi, mon cœur d'Olympien et celui qui était passionné, comme on le disait d'entrée de jeu, des Jeux saigne un peu depuis ce temps-là. Je l'ai vécu en tant qu'analyste, justement. J'étais là sur place, puis de constater l'abus de toutes sortes, la corruption et tout ça, ça faisait mal au cœur. Après ça est venu tout le système de tricherie qu'on connaît maintenant. Et à quel point ça a été mal géré par le CIO à ce moment-là.
Jusqu'à tout récemment, les derniers jeux, l'histoire avec Kamila Valieva, à quel point ça a été mal géré. La patineuse, La patineuse artistique qui avait testé positive. Et c'est encore une histoire qui perdure. Là. On attend encore les médailles et tout ça là, parce qu'ils ont été disqualifiés. En fait, elle a été disqualifiée, mais l'équipe reste quand même sur le podium. C'est le Canada est 4e en attente d'un jugement. Exactement. Ouais. Donc, toutes ces choses-là et bien plus, ça fait qu'on se met à douter, on se met à se poser des questions, on rage. Moi, personnellement, ça me frustre, ça me choque parce que j'aime tellement les jeux. Je voudrais tellement que ce soit ce que c'est. On a pointé beaucoup du doigt aussi dernièrement, naturellement, avec la guerre. Et je trouve que là, par contre, on est à un point où on mélange trop les choses et d'une certaine façon, on en met trop sur le dos du CEO. C'est quand même pas l'organisme de la paix dans le monde, c'est pas l'ONU. Est-ce qu'il devrait prendre position des fois? Oui, certainement. Mais là, de regarder à gauche et à droite, puis à s'attendre à ce qu'ils deviennent les polices du bien et du mal sur la planète, c'est un petit peu trop pour un événement qui est en bout de ligne une course, une compétition. Peut-être qu'eux devraient revoir leur branding. Puis, tu sais, lorsqu'on regarde les valeurs de l'olympisme, puis de vouloir la paix dans le monde, la trêve olympique et tout ça, peut-être qu'ils devraient passer à autre chose, puis simplement prétendre ou dire ce qu'ils sont réellement. C'est un organisme, oui, à but non lucratif, mais qui est là pour faire de l'argent, puis qui organise la plus belle compétition sportive au monde à tous les 4 ans. Ils sont pas obligés de régler les problèmes de la planète entière. Les problèmes politiques. Quand il y a un championnat du monde de ski alpin, oui, ils vont bannir les Russes parce que là, c'est une situation très particulière. Là, mais c'est des fédérations qui vont prendre les décisions. S'il y a de la tricherie, c'est eux qui vont appliquer. Tu sais, comme quand on parle de tricherie sportive, comme les Russes l'ont fait, c'est là où je dis que le CEO a mal géré. Il aurait dû les bannir, tout simplement. Et on n'aurait pas dû avoir besoin d'une guerre pour les bannir. Là. Il aurait dû être banni assez. Quand ça a sorti les histoires à Sochi, là, ça aurait dû être assez rapide, assez immédiat. Là. Exactement. C'est là qu'il aurait pu vraiment frapper fort et pour de vrai. Après, les guerres, mon Dieu, il y en a tellement. Je me suis mis à lire là-dessus beaucoup. Il y a plein de guerres dans le monde qu'on ne sait même pas ce qui se passe présentement parce qu'on n'en parle pas. Alors là, il faut qu'ils interviennent à chaque fois. C'est combien de morts pour intervenir? Est-ce que c'est un conflit qui était motivé? Est-ce que c'est religieux, pas religieux? Hey, là, non, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que là, on en met peut-être trop sur les épaules de cet organisme-là. Puis, ultimement, c'est pas l'ONU. C'est un organisme qui organise une méchante belle compétition sportive. Peut-être qu'il faudrait revenir à ça, puis se rebrander, puis arrêter de dire qu'on est l'organisme qui unit le monde. Ben, peut-être que vous n'êtes pas ça, puis ça serait bien correct aussi. Là, je pense à voix haute, je n'ai jamais pensé ce que je suis en train de vous dire présentement, mais peut-être que c'est une espèce de rebranding qui ferait qu'on arrête de penser que c'est eux qui vont amener la paix dans le monde. Ce ne sera pas eux. C'est intéressant. Ouais. Et Laurent, toi, tu as été victime, si on veut, parce que les Russes, entre autres, et certains patineurs avaient des cas douteux, finalement. Ben oui. Ça pourrait être ça, finalement, si je comprends ce que tu veux dire, Dominique, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau politique, on ne joue pas là-dedans. Par contre, tout ce qui est au niveau de la tricherie, tout ce qui ne rentre pas de sportif, tout ce qui ne rentre pas dans les cadres des règles du CIO, ben là, ça c'est... On peut bannir une fédération. Ouais, ben, la tricherie sportive, je pense que quand tu es une organisation, comme tu dis, Dominique, c'est sportif à la base des Olympiques, là, c'est une compétition de sport. Il faut que tu agisses contre la tricherie. Tu ne peux pas permettre, tu ne peux pas être souple puis être permissif là-dessus. Je veux dire, tes bases de ton mouvement s'effondrent assez rapidement si tu n'es pas capable de couper ça assez rapidement, justement. Là. Exact. Fort intéressant, fort intéressant. Par chance, le Canada n'est pas dans une position pour être banni éventuellement. Je pense qu'on fait bien les choses au Canada, Dominique? Absolument, vraiment. Ouais. Je pense qu'on peut être fiers. Est-ce que ça va arriver? Oui, il y aura sûrement des cas, là. Mais des cas individuels, mais de là à penser que... Ben non, métatisé, oublions ça. Puis même, petite anecdote personnelle, on a commencé l'année dernière à supporter Ethan Katzberg, le lanceur du marteau, puis naturellement, la première chose que J.D. Miller, mon président, me demande, il dit, là, Dom... fais tes recherches, hein? Parce qu'il faut comprendre à ceux qui ne connaissent pas Ethan Katzberg, c'est un nouveau lanceur du marteau devenu champion du monde. Là. Comme ça, la progression. Okay? Ça fait peur, Il est en train de battre des records et tout. Moi, je le sais pourquoi ça fonctionne, mais c'est vrai que tu pourrais douter. Pourquoi ça fonctionne? Son entraîneur, Dylan Armstrong, qui était médaille olympique en lancer du poids, était un ancien athlète de lancer du marteau. Est marié à une athlète russe qui était entraînée par un des meilleurs lanceurs du marteau de toute l'histoire. Puis on connaît l'historique russe, c'est tout ce qui est athlétisme, mais l'analyse de données, eux autres, ils ont inventé ça avant les ordinateurs. Là, fait qu'ils comprennent toute la logique, la mécanique et tout ça.
Et donc, il avait développé des techniques extraordinaires que lui connaissait. Puis bref, lui, il s'est dit, moi, si j'applique ces méthodes-là, mais que j'ajoute à ça un peu sa théorie que lui avait de trouver un athlète très élancé, donc un athlète qui est grand, mais qui n'est pas nécessairement gros, et donc qui est mince, qui est quand même très fort, avec une agilité sportive très... pas complexe, mais complète, devrais-je dire. C'est-à-dire un athlète qui joue au basketball, un athlète qui peut jouer au soccer, qui fait de l'athlétisme. Donc, un multidiscipline, j'allais parler en anglais, là, un athlète multidisciplinaire qui, naturellement, quand même déjà été sur une piste d'athlétisme aussi. Et il s'est dit, si je trouve cette personne-là, je peux en faire un champion. Et il l'a trouvé. Un petit gars de Nanaimo, il est allé voir les parents. Il a dit, Monsieur, Madame Katzberg, votre enfant a tous les critères que je recherche. Si vous voulez l'amener à Kamloops, je pense que je pourrais l'aider à en faire un champion de lancer du marteau. Puis il voulait l'attraper avant qu'il devienne un athlète en basketball ou qu'il finisse dans une école universitaire et tout ça dans d'autres sports. Tu sais. Et 2 ans et demi plus tard, bang, il devient champion du monde. Donc, il est en train de prouver sa théorie. Ils sont en train de briser des records. Mais bref, pour le point dont on parlait du dopage, c'est sûr que c'est une question qu'il faut se poser. Puis je peux vous le dire, là, j'ai parlé avec le directeur d'haute performance, Glenroy Gilbert, d'Athlétisme Canada, et avec plein de gens dans l'entourage. Je fais confiance aussi à Dylan. Là-dedans, il faut avoir un peu de confiance aussi. Ah oui, mais ils sont testés. Là, il était au Portugal, il était après ça en Autriche. Comme Laurent doit toujours le faire comme athlète, il doit toujours remplir router à l'hôtel, puis ils vont se pointer dans des endroits vraiment, là, on a déjà été, nous, dans un coin là, très, très, très loin en Nouvelle-Zélande, puis toc, 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 toc. Ça, c'était avant nos téléphones puis l'Internet, là, poc, 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 puis ça arrivait. Quelqu'un venait de faire un petit test de dopage, puis on est des skieurs acrobatiques. Donc, il faut comprendre que dans les sports où il y a plus de cas de dopage, ça se fait. Et au Canada, on est un des leaders. Là. Il y en a qui sont sûrement aussi bons que nous, mais on est parmi les meilleurs. Il n'y a aucun danger là-dessus. Ça va arriver des tricheurs individuels, mais à ton point, non. Il n'y aura jamais de système étatisé de tricherie. Puis en plus, ce qui motive ça, c'est soit c'est géopolitique ou monétaire. Au Canada, là, monétaire, on va pas passer. tant d'enjeux que ça. Puis quand je parle monétaire, des fois, ça peut être des Kenyans qui veulent gagner des médailles pour ramener de l'argent au village pour nourrir 3000 personnes. Tu sais. Je ne justifie pas ce qu'ils font, mais ça peut être une motivation. Tu sais, nous, on est quand même bien dans nos divans au Canada, puis on est dans des sports où on ne fait pas tant d'argent que ça de toute façon. C'est ça que j'allais dire. Je connais plus d'athlètes pauvres que d'athlètes riches. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une raison pour se doper, Laurent. Non, c'est pas ça que je dis, mais je dis, c'est le de nos sports, c'est ça. L'appât du gain, le gain n'est pas tant que ça, premièrement. Puis deuxièmement, comme tu dis, c'est des questions de propagande interne de pays avec des semi-dictateurs en place, là, souvent, là, quand c'est étatisé. Là, on est loin de ça, on s'entend au Canada. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, un protocole de dopage, là, et puis ça change à chaque année. Ça coûte cher. Pas à peu près, là. Fait que, ce qu'on voit avec les trucs qui se sont passés avec, on va prendre le Tour de France, là, qui nous vient souvent en tête. Attendez, là, tu peux pas juste t'inventer, là, tricheur, là. Faut que tu sois tricheur professionnel, puis ça coûte cher en maudit, là, pour être en avant des tests, en avant de tout ça. Donc, exactement. C'est ça. Fait que, voilà. Je pense qu'au Canada, on peut dormir sur nos oreilles, puis sur nos 2 oreilles, et tant mieux. Est-ce que tu sens, puis là c'est une question personnelle, est-ce que tu sens que ton opinion compte? Est-ce que avec les années, avec les opinions que tu as émises, tu as dû avoir des retours, soit des fédérations, soit du COC, soit d'athlètes, est-ce que tu sens que lorsque tu émets une opinion, ça dérange? La réponse, oui, mais, et je m'en fais une fierté. Il n'y a jamais quelque chose que je vais dire en ondes, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, dans un podcast comme ça, que je ne peux pas avoir des faits qui viennent supporter mon opinion ou mon point de vue. On peut après ça débattre qu'on a une opinion divergente sur quelque chose, mais jamais on pourra m'accuser de ne pas avoir eu la bonne information ou de ne pas avoir fait mes recherches puis d'avoir juste lancé un commentaire négatif en l'air pour aller chercher des clics. Pas du tout. Donc ça, je m'en fais une fierté. J'ai fait des erreurs des fois, oui. J'en ai fait une d'ailleurs avec le ski de fond lors des Jeux de Pékin. Et quelqu'un m'avait contacté de la fédération, puis le lendemain, j'ai fait mon erratum. Là, c'était
c'était pas nécessairement banal ce que j'avais dit, parce que j'amène toujours ma passion en ondes. Mais bon, après, je me suis surpris. J'ai dit, bon, mais c'était parce qu'il n'avait pas été faire de l'entraînement en altitude avant les Jeux olympiques. Il avait décidé d'aller en Colombie-Britannique, ce qui était pour moi une très mauvaise idée. Et j'avais dit que c'était une question pour sauver de l'argent. Et donc, la personne m'écrit, là, il était de même, là, c'est pas à cause de ça, c'était pas une question d'argent, c'était un choix parce qu'il y avait la COVID, puis tout. Bon, le lendemain, je me suis surpris, je dis, OK, désolé, c'était pas une question d'argent. Maintenant, moi, je pense qu'il aurait dû aller en altitude quand même. C'est ça. Mais au moins, tu sais, je n'étais pas gêné de dire, bon, non, OK, j'ai pas donné la bonne raison. Voilà. Donc, c'est peut-être arrivé 2-3 fois. Il y a eu des cas aussi où, à nous, le podium n'était pas vraiment content de certains commentaires que j'ai faits et ils m'en ont fait part. Donc, nous, le podium, c'est l'organisme qui finance le sport au Canada. Puis, c'est correct. Tu sais, puis, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup dans le sport et dans nos fédérations. Puis, moi, en tant que directeur de B210, ben souvent, je vais arriver dans des situations où on travaille avec des fédés. Puis, à un moment donné, il faut accepter qu'on a des opinions différentes. Sur un sujet, on peut le mettre de côté, mais on va travailler ensemble sur le reste. Mais on ne s'entend pas là-dessus ici. Puis c'est correct, pareil, mais les gens dans le monde du sport, puis peut-être dans d'autres domaines, mais moi, j'évolue dans le monde du sport, il y a une certaine insécurité des fois où ils ont de la misère à débattre, ils ont de la misère à se faire challenger puis se faire poser des questions, que ce soit des entraîneurs, des directeurs de haute performance ou des directeurs généraux. Pour moi, c'est le genre de débat-là qui s'il est bien fait, s'il est simple, on est dans le respect, on va tout en sortir gagnant. Puis on accepte que des fois, on ne s'entend pas. Ben non, mais je ne sais pas ce que Laurent t'en pense, mais tu n'as pas le choix des fois de dénoncer des choses comme ça. Je suis d'accord. Puis souvent, je pense qu'il y a trop de traditions des fois dans le monde du sport. Il y a trop de... On faisait ça de même avant, on va continuer à le faire de même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, mais puis des fois, de venir shaker le statu quo un peu, tu peux déranger, mais des fois, ça prend ça pour t'améliorer comme fédération, comme athlète, comme individu, comme coach, peu importe, là, j'englobe tout le monde, mais si tu fais juste la même chose que les gens faisaient avant sans jamais te creuser la tête, ben tu risques de faire les temps que les gens faisaient avant sans jamais gagner de médaille. Tellement. Puis on voit ça beaucoup. Des systèmes qui font ce qu'ils font parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait. Lorsque je donne des conférences, exemple que je donne souvent par rapport à un autre thème dans mes conférences, mais je parle de patinage artistique, tu sais, puis les patineurs artistiques, s'il y avait 53 semaines dans une année, ils patineraient 53 semaines. Ils font à rien d'autre, OK? C'est complètement ridicule. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Puis c'est parce que si tu patines pas pendant 2 semaines, ma petite, tu vas le perdre, ton double axel. Hey, c'est la plus grande bullshit qu'il n'y a pas sur Terre. J'en connais plein d'athlètes qui se sont pétés des genoux, qui se sont blessés, qui ont été malades, puis ils reviennent, puis ils font le double axel pour utiliser le double axel. Le point, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais ça a été instauré au fil du temps. Puis là, je parle de des décennies et des décennies. Donc, on retourne aux années 70, 80. C'est parce que c'est un sport où l'entraîneur est payé à l'heure et même au quart d'heure. Il n'a pas envie de donner off à ses athlètes, il a envie de les faire travailler 100 heures semaine. Quand on travaillait avec Tessa Virtue et Scott Moore, une des premières choses qu'on a fait, la deuxième fois qu'on a travaillé avec eux, parce qu'on les avait aidés pour les Jeux de Vancouver, mais lorsqu'on les a aidés pour leur retour vers les Jeux de 2018, la première bombe que j'ai laissée tomber sur la table avec 12 personnes autour de la table, c'était ça. C'était OK. Là, c'était pas Dominique Gauthier qui parlait, là, c'était avec notre équipe de spécialistes, mais j'ai dit pour qu'on vous supporte, voici nos conditions. Puis là, on était au mois de mars 2000, donc 2 ans avant les Jeux. Là, 2016. Et j'ai dit, il n'y aura pas de patinage pour les 5-6 prochains mois. Il faut que Scott devienne un athlète, parce qu'il n'est pas un athlète. Il est fatigué après 3 minutes de patinage. Il faut en faire un athlète. On va l'embarquer avec nos spécialistes qui aident les Hugo Hull puis les Mike Woods de ce monde. Puis Tessa, ça fait 10 ans que c'est du yo-yo à j'ai mal, j'ai pas mal, j'ai mal, j'ai pas mal, à ses tibias. Fait qu'il faut régler ça. Fait que là, tout de suite, je regardais à gauche, à droite, puis Scott regardait à terre. Il n'osait pas regarder. Puis je regarde les entraîneurs, Patrice puis Marie-France. Petite hésitation, silence, puis tout le monde, on dit « OK, go, on embarque. On croit dans le pourquoi on va faire ça, mais ça a été une cassure, puis on espérait, nous, puis même Tessa puis Scott espéraient que ça devienne une espèce de modèle, mais
malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été un modèle. Là, ils sont les seuls à avoir fait ça, puis personne d'autre le fait. Ils l'ont fait pour des raisons de blessure, mais ils ont gagné. Ils sont revenus des bangs. Ils ont gagné, puis malgré tout, ça n'a pas changé la culture, les esprits. C'est quand même incroyable. Hein? Je vis la même chose un peu moi aussi. Là. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral, fait que je me réfléchis toujours à ce que je vais faire, puis j'essaie des choses, puis je dirais que je m'entraîne vraiment différemment de la grande majorité des gens, même dans mes distances en patin. Puis même si, quand j'ai changé assez drastiquement ce que je faisais, c'est là que j'ai commencé à gagner les médailles. Il y a très peu de gens qu'on dirait qui ont changé. Ou un meilleur exemple, peut-être même, c'est le Suédois qui a gagné Van der Poel, qui a gagné le 5000 et le 10 000 à Beijing. Lui, il a fait que du vélo l'été. Que du vélo, là, comme c'était 6 heures, 7 heures par jour, 30 heures de vélo. Il y avait ses watts. Il a publié son manifeste d'entraînement, si on veut, après les Olympiques. Puis c'est vraiment intéressant à lire. Puis c'est ça, lui, il patinait pas jusqu'à 3 semaines ou 1 mois avant la première Coupe du Monde. Puis quand il était sur glace, il faisait juste 2 trainings qui alternaient un jour un training A, un jour training B, un jour training A, un jour training B, toute l'année. Il faisait juste du spécifique rendu sur glace. C'était comme quelque chose que les gens se disaient, c'est un malade mental, il va casser mentalement, ça a l'air. Il a gagné toutes les courses de cette année-là au 5000 pour 10 000, double champion olympique, double record du monde. Puis personne fait ça. Personne ne copie. Non, personne ne copie. Lui a pris sa retraite, il n'est plus là. Je pense que c'était peut-être très exigeant mentalement. Là, lui, il avait un plan jusqu'au jeu. Il s'est rendu au jeu, il a tout gagné et arrêté. Mais il n'y a personne qui fait ça. Puis c'est au moins en prendre un petit bout, là, tu sais. Exact. Non. Peut-être qu'il y en a qui sont un peu inspirés, mais tu sais, les gens sont encore à faire le même programme qu'avant, puis on va faire du patin roue aligné, il faut patiner l'été, il faut faire, tu sais, mais il n'y a personne qui a juste regardé, qui s'est dit, on va l'essayer. Peut-être un gars ou deux dans le monde, mais tu sais, tu regardes les équipes nationales, c'est comme si ce gars-là avait jamais existé. C'est le meilleur ou le plus vite patineur de longue distance de l'histoire de notre sport, puis les gens n'ont pas changé ce qu'il faisait. Wow. Ouais. Puis ce que je constate, là, je vous écoute parler, puis ce qui est intéressant, c'est que aussi ce qui est triste, c'est lorsqu'un athlète est dans une position où il fait l'équipe nationale, c'est pas comme s'il y avait 3 choix d'employeurs. Il y a la fédération de son sport, puis ensuite quoi? Si je suis pas content dans mon domaine, je peux changer de compagnie, je peux aller à Radio-Canada, TVA, je peux me promener à la limite, là. Mais je peux pas faire ça si je suis à la fédération de patinage de vitesse. Puis si l'entraîneur-chef dit on fait ça comme ça, ben tu peux pas dire je vais aller. Ouais, non, ils vont t'enlever ton carding, ils vont t'enlever ton financement, puis il va falloir que tu trouves un travail à temps partiel parce que tu n'as pas voulu suivre le plan. Il y a des entraîneurs plus souples que d'autres, c'est sûr, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de fédés que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Mais au moins, c'est ça. Lorsque Dominique écrit un commentaire où est-ce qu'on est capable de challenger les fédérations avec des preuves, avec des faits, ben ça apporte des dividendes. Et c'est ce qui s'est passé au Canada, je pense, depuis plusieurs années maintenant. Et on a de meilleurs résultats aussi que par le passé. C'est drôle, il y a un hasard, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. 24 médailles, Dominique, ça c'est les derniers jeux. Puis là, on s'en va à Paris, puis là, je lis les experts, puis je vois 22. Je ne sais pas c'est quoi ton chiffre? J'hésite parce que j'ai été bang on à ceux de Tokyo. mais j'avais donné mon chiffre la semaine avant. Okay. C'est sûr qu'on est... je vois à peu près la même chose. 24. C'est encore autour de 24, selon moi. Ouais. Mais je vais te donner 23, 24 ou 25 la semaine avant les Jeux. Oh, OK. Ouais. Qu'est-ce qui j'aime ça me prononcer parce qu'il n'y a plus personne qui ose se prononcer. Au OTP, ils font plus de prédictions. Le COC disent qu'on va être bon, on va être les meilleurs, on va être aussi bon que la dernière fois, mais on n'ose pas dire des chiffres. Moi, je suis dans une position où je peux dire des chiffres, donc j'en profite. Peut-être que ça sera plus, on va voir. Écoute, là, je vais t'avouer que je regarde ce qui se passe en natation, puis vous avez sûrement vu les essais américains. C'est assez impressionnant dans le stade des Colts d'Indianapolis. Il y a 20-25 000 personnes là-dedans. C'est hallucinant de voir ça. Il y a des performances extraordinaires. Je ne suis pas sûr qu'on va en gagner autant qu'on pense en natation. Ça, tu vois, c'est juste mon petit bémol que j'ai encore là, de voir ce qui se passe ailleurs. L'équipe française est en feu aussi, surtout du côté des hommes. Mais les Australiens aussi, qui remontent une pente les Jeux s'en viennent en 2032 là-bas, là, donc à Brisbane. Et il y a déjà probablement bien des choses qui se mettent en place. Est-ce qu'on en voit déjà le fruit de ça? Je pense que oui.
Donc, ouais, j'attends de voir monsieur dans ce coin-là. Ça va être autour de 20, 24, 25 médailles. C'est quand même bien, puis on compare aux jeux précédents, on augmente à chaque fois, obtenir 22 à 24 médailles, malgré les nouveaux sports. Est-ce qu'on s'attend à des médailles pour les 4 nouveaux sports qui vont faire leur entrée? En breaking, oui, avec Phil Wizard, ce qui est son nom d'artiste. Là. Je pense que c'est Phil Kim, son vrai nom, en breakdance. Ce qui fait sourire du monde, mais je te dirais qu'en même temps, surtout fait dans le setup à Paris, où ça va être à la Concorde, ça va être quand même spectaculaire. Le monde va peut-être se rendre compte à quel point c'est plus un sport qu'on pense. C'est pas c'est pas traditionnel comme les sports qu'on connaît. Moi, je reste ouvert, je te dirais. Ça sera même pas au Jeu de Los Angeles de toute façon, donc c'est un one-shot deal, ce qui est un peu poche, je trouve, pour eux. Là. Mais bon, fait que Phil, en escalade, non, pas de médaille là. Surfing, malheureusement, on n'en voit pas la bonne fille. Elle aurait pu faire une médaille, c'est sûr. Je m'explique, c'est que les conditions qu'il y aura à Chupo, donc à Tahiti, c'est une des vagues les plus monstrueuses au monde. Et c'est pas tout le monde qui peut. C'est pas parce que tu es un bon surfeur que tu peux surfer ce genre de vague-là. Okay. Donc, nous, on va envoyer Sanoa Olin, qui habite à Tofino, qui est une très, très, très bonne surfeuse, qui pas de niveau pour gagner une médaille, mais qui est effectivement, dans certaines conditions, la meilleure canadienne. Sauf que celle qu'on aurait dû envoyer, encore une fois, c'est parce que c'est pas des choix subjectifs. Là. Il y a eu un système de pointage, puis malheureusement, lors d'une compétition à Porto Rico, Erin Brooks, qui est celle qui, je pense, qu'on aurait dû envoyer. Là, si on était un pays où on prend plus de décisions discrétionnaires, c'est sûr qu'on aurait dit c'est Erin qui va aux Jeux olympiques à cause de la vague. Tout est pour ça, les choix discrétionnaires. Je suis pour qu'il y en aille un peu de ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui veut se retrouver en cours. Il y a toujours des appels qui sont faits. Maintenant, les processus de sélection, là, ça donne des mots de tête aux entraîneurs, aux directeurs d'autres performances. Ça coûte cher. Donc, il faut un juste milieu. Là, il n'y a plus personne qui ose faire des choix discrétionnaires. Je regarde, on parle des essais. Là, tu fais un faux départ, bang, tu n'y vas pas, mais tu aurais probablement été le meilleur. Mais non, il faut qu'il y ait des exceptions plus que ça. Il faut être stratégique à un moment donné de dire que, pas dans tous les sports, mais là, ce qui me vient en tête vite, cyclisme sur route. C'est quoi le parcours? On dit en anglais « horses for courses ». C'est ça, exact. Ouais. Il y en a qui ne gagneront jamais si la course de vélo de route, il n'y a pas de montée extraordinaire en fin de parcours. Donc, on choisit du monde qui vont être plus des sprinteurs. Le surf, c'est pareil. Alors, on aurait dû envoyer Erin Brooks. Donc, dans les nouveaux sports, elle, d'après moi, elle aurait pu faire un podium. Mais elle ne s'est pas qualifiée. On ne peut pas blâmer personne. Les critères étaient là. Les critères étaient justes. Mais quand on dit qu'on veut amener le Canada pour être parmi les meilleurs, ben des fois, à un moment donné, il faut peut-être prendre ce genre de décision-là ou laisser une place à cette interprétation-là. Ah, mon Dieu. C'est pas facile ce que tu dis, hein? Parce que j'imagine les parents puis l'athlète en question non, tout c'est ce qu'il faut, puis il se fait dire, ben, tu sais, parce que les plus grosses vagues que tu es capable de faire, ben non, tu Ben, tu sais, à la limite, si on veut organiser quelque chose, c'est un cas qui est extrême, OK? On pourrait prendre à peu près toutes les autres vagues dans le monde, puis ce que je dis là ne s'appliquerait pas. C'est que là, on est vraiment à un endroit qui est complètement différent. C'est fou, comme... je n'arrive même pas à trouver vite l'exemple similaire en ski, dans des montagnes. Es-tu capable de faire un double périlleux arrière sur une falaise de 60 pieds ou tu n'es pas capable? Parce que si tu n'es pas capable, tu ne gagneras pas les Jeux olympiques. Bon, OK, mais l'autre est meilleure skieuse que toi. Ouais, mais elle ne fait pas un double backflip de 60 pieds. C'est exactement ça, avec la vague de Chupo. C'est là qu'on voit l'importance des Jeux olympiques dans le monde. Quand on parle d'une situation comme ça, oui, mais c'est ça, là, c'est 4 ans. Comme le disait Laurent, si c'était à chaque année, bon, tu iras l'année prochaine, ça change de place, puis c'est réglé. Mais heureusement ou malheureusement, parce que Erin Brooks, il faut comprendre qu'il y a aussi un truc politique là-dedans. Elle a des parents canadiens, mais elle a grandi à Hawaï. Oui, donc, je me rappelle de son histoire. Et là, comme on ne l'a pas choisi cette fois-ci, et qu'elle est en train de devenir une des meilleures au monde, quelque chose me dit qu'à Los Angeles en 2028, elle va peut-être être pour un autre pays. Un autre drapeau. Bon, c'est une petite histoire de surf ici en parallèle, là, mais ça démontre quand même là où je crois qu'il faut être plus diligent, plus minutieux sur les décisions qu'on prend si on veut être les meilleurs. Ce qui
Ce qui, pour moi, se doit d'être encore un objectif. Là. Bon, je ne veux pas retourner à la participation d'antan. Je suis à J'allais 100% le dire. pour la bienveillance. Vive la Ben oui. bienveillance. Puis Ouais. on va gagner à cause de la bienveillance et non pas un à cause de l'autre. Et c'est Ouais. gagner à tout prix. Non, parce que là-dedans, on peut embarquer bien des choses. Mais La tricherie. en même temps, il y a un prix pour vouloir être le meilleur au monde dans quelque chose. Laurent? Ben, moi, je suis d'accord. Je pense qu'à un certain point, comme fédération, tu veux que tes meilleurs soient sur la ligne de départ. Tu veux avoir le plus de chances de médailles possible. Puis, je comprends le fait que si tu mets des critères parfaitement objectifs, tu te protèges justement de te faire d'appels et de poursuites après la sélection, puis de batailles juridiques qui coûtent cher aux fédérations, parce que ça, c'est des prix d'avocat, puis ça coûte cher de l'heure. Mais au final, tu sais, je veux dire, nous, dans patin, on peut revenir à Sochi, là, que Denny Morrison n'était pas préqualifié aux 1000 mètres parce que pour être préqualifié, il fallait avoir fait une médaille l'année d'avant au mondial, mais il s'était cassé la jambe l'année d'avant. Fait que déjà là, il n'y avait pas de médaille. Fait qu'il avait beau être archi meilleur que tous les autres Canadiens, incluant moi. Là, je m'inclus dans les autres Canadiens. Denny était bien meilleur que nous. C'était le seul qui avait des chances de médaille, mais il ne pouvait pas être préqualifié. On arrive à la sélection, c'est une journée. Il a battu tous les Canadiens par plus d'une seconde à toutes les courses tout l'automne. Il tombe. Il ne se classe pas aux 1000 mètres. On envoie 4 gars sur la ligne de départ aux Olympiques, 4 gars qui vont finir 25e. Lui, c'est un des meilleurs au monde. Avant de se briser la jambe, le tibia, là, le péroné, l'année d'avant, il était premier au classement de la Coupe du monde. Fait que là, ça a pris l'acte qu'on connaît tous de Gilmore Jr. qui a laissé sa place, puis ça fait une super belle histoire, mais on ne devrait pas se rendre là. Je veux dire, on a un gars qui a des chances de médaille, on n'en a rien qu'un. On n'était pas dans des bonnes années, là, avec Patinage de vitesse Canada, à ce moment-là. On était comme après la génération glorieuse qui s'est rendue à Vancouver de Clara Hughes, Cindy Klassen, Nesbitt, Groves, puis Waterspoon. Puis avant les suivants, là, Ivani, moi, Tadiane Brumman, qui ont gagné les médailles dans les Olympiques suivants, Isabelle Weideman et compagnie. Fait que notre seule chance de médaille, c'était Denny. Là. C'était tout. Là. Il y avait au 1000 pour 1500. Il a gagné une médaille dans les deux, mais ça a pris un athlète qui laisse sa place parce qu'on n'avait pas le guts de dire « Regarde, on va préqualifier, c'est notre seul. On est tellement by the book ça aurait pu nous coûter une médaille olympique. Puis une médaille olympique pour des fédés, là, on en a gagné 2, là. C'est tellement de funding, d'argent pour le prochain 4 ans à nous le podium. C'est critique, c'est crucial pour notre survie comme fédération, pour le pays, on fait rayonner le pays. On échoue à notre job si on n'est pas capable de mettre nos meilleurs sur la ligne. Là. Mais si je ne me trompe pas, Dominique, puis corrige-moi, excuse-moi si tu avais autre chose à rajouter, mais en natation, par exemple, il n'y a même pas cette option-là comme en patinage de vitesse. Si Summer McIntosh se plante aux essais, malgré qu'elle ait des records et tout ça, ben, elle participe pas au jeu. Ils ont une clause de blessure maladie. OK. Mais si elle n'est pas malade, elle fait la compétition. Je ne pourrais pas te la lire de mémoire, là, mais si Summer McIntosh était tombé malade la semaine avant, il y aurait eu des exceptions. Ben, je ne sais pas comment il aurait procédé ensuite, puis où on la met et tout ça, là, sur trop de détails. Mais dans les cas extrêmes. Par contre, il faut déjà être une Summer McIntosh, il faut être une Maggie McNeil, une des meilleures là, qui vont être protégées comme ça. Puis c'est pour eux qu'il faut faire ça. C'est parce qu'on ne veut pas tant mieux. aller aux Olympiques sans elle. Comme ça. Non, je me rappelle de discussions avec Jean-Marie Deconinck, entre autres, où il me disait, ben c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est comme si tu étais ta meilleure athlète, puis cette journée-là, ben oui, mais ça pourrait arriver aux Olympiques. Oui, ben si c'est aux Olympiques, évidemment, on comprend que... Perdita Félicien, pour revenir aux Jeux d'été, Perdita Félicien, qui était notre meilleur athlète aux 110 mètres haies, bang, elle s'enfarge. Fini. J'étais là. On l'a jamais envoyé. C'était aux Olympiques, puis tu sais, il arrive quelque chose. Je comprends que tu peux pas dire, ah ouais, mais là, il faudrait qu'il recourt. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais dans notre sélection, le but de la sélection, au final, c'est d'envoyer les meilleurs. Si ton meilleur, il a pogné la gastro, il se claque les skios, peu importe quoi, là, des choses hors de son contrôle, il tombe. Tu sais, Denis n'a pas fait exprès de tomber. Oui, c'est une erreur de sa part, mais au final, tout peut arriver, tu sais. Il me semble que le système devrait avoir des clauses, justement, de cas extrêmes, peu importe, là, appelle ça comme tu veux, mais on a tellement peur maintenant, comme tu disais tantôt, de se commettre ou de ouvrir la porte à se faire poursuivre, peu importe, tu es objectif jusqu'au point où ça te nuit. Dominique, ton rôle là-bas, ça sera quoi exactement? Donc, ça va être simple. À tous les jours, à 5h30, là, plus ou moins 3-4 minutes, je vais être en ondes heure de Montréal.
heure de Québec. Donc, il va être 11h30 du soir là-bas, ce qui est super parce qu'on va avoir vécu toute la journée. Tout va être fini. Fait que ça va être. On termine la soirée avec mes collègues Jacinthe Taillon, qui va être notre animatrice, et Assoun Camara. Et ça va être intéressant parce qu'Assoun, il vient de Paris. C'est un joueur de soccer. Il connaît mieux les sports d'été que d'hiver, c'est sûr. Et il va avoir une connaissance locale qui va nous apporter. Donc, ça s'appelle le panel. C'est une discussion un peu comme on fait là, à trois. Essayer de trouver les sujets chauds, mais surtout, moi, mon rôle, ce que je me donne, moi, comme objectif, c'est de toujours amener des histoires derrière la performance, bonne ou mauvaise, qui peuvent expliquer qu'une 5e place de Michael Woods à Tokyo, voici pourquoi c'est arrivé, puis à quel point c'est extraordinaire quand même qu'il ait fini 5e. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit de toi, Laurent, mais je me rappelle que j'avais trouvé de quoi d'intéressant à dire qui venait démontrer à quel point c'était magnifique ce que tu avais réussi à faire et tout ça. Au-delà du résultat, là, quand tu n'avais pas gagné la médaille la première journée à Pékin. Donc, c'est ce que j'aime faire. Allumer les gens, leur faire prendre conscience de l'ampleur du moment, les enjeux, apporter naturellement mon bagage de connaissances pour que ce soit de décrire ce qu'un athlète a vécu dans la dernière année. Le stress du dernier mois, puis pourquoi ça en vaut la chandelle, parce que je crois personnellement que ça en vaut la chandelle, que ça fonctionne ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe aussi après, puis comme une Maude Charron qui gagne une médaille en athlétisme, elle vient de Rimouski, elle a sûrement eu 3-4... Excuse-moi, à moins qu'elle fasse le lancer du marteau avec ton nouvel entraîneur. Elle pourrait, absolument. Mais je parle de des sports comme ça où oui, c'est beau, puis on a tout aimé naturellement son sourire. Mais tu fais-tu vraiment de l'argent avec ça, même si t'es médaillé d'or? La réponse, c'est non. Oui, elle va mettre un peu de dollars de côté, mais fait que le monde, j'aime ça ramener les pendules à l'heure, en fait, sur les faits. Qu'est-ce qu'il y en est? Et faire rêver aussi. Puis je vous dirais que dernièrement, j'ai été malheureusement, c'est pas mon choix, plus négatif. J'amenais beaucoup le côté négatif de la chose, de toutes les choses qu'on a déjà parlé ensemble aujourd'hui. Ça amène du clic. J'ai eu des sorties assez intenses. À chaque Olympique, j'en ai eu 1, 2 ou 3, puis c'est pas planifié là, parce que ça vient du cœur. Je suis un gars de cœur. Que ce soit des sorties contre le CIO, que ce soit des sorties contre ce qui est arrivé à Hugo Barrett à Tokyo, avec la décision du juge qui a été relégué parce que là, ils ont refait la course qu'il n'aurait jamais dû refaire. Bref, ça a coûté sa carrière parce que là, il n'aura jamais gagné une médaille olympique, Hugo Barrett, puis ça m'a tellement crevé le cœur de voir ça. Il s'est fait, je vais dire un mot qu'on ne peut pas dire en ondes, il s'est fait avoir. Quand ces choses-là arrivent, maudit que je suis content d'avoir un micro. Je suis tellement content d'avoir un micro pour pouvoir mettre de la lumière là-dessus. C'est là où je suis le meilleur, c'est là où je suis le plus vrai. Mais en même temps, je me fais aussi de plus en plus le devoir, le mandat, le désir d'amener aussi plus de positivisme. Je ne cherche pas du négatif, mais quand le négatif est là, je vais le prendre, c'est sûr. Mais et c'est ce que je fais beaucoup avec les Jeux de Paris présentement. Le monde va me parler de la scène qui ne sera pas propre. Moi, je vais vous parler de tabarnouche, c'est cool, on va nettoyer la scène, puis il y a du monde qui vont nager dedans. C'est extraordinaire, puis ça, c'est à cause des Jeux. Je vais vous parler d'à quel point ça va être beau, à quel point on va même vouloir regarder de l'équitation. Est-ce que moi, je regarde de l'équitation? Normalement, même moi, je n'en regarde pas. Pourtant, je regarde tout. Là, au Château de Versailles, vous pouvez être certain que je vais probablement même y aller au Château de Versailles pour voir ça, parce que ça va être magique. Il va y avoir plein de choses comme ça avec les Jeux de Paris qui sont tellement positives. Ça fait 3 Jeux qu'on vit en Asie. On a eu la COVID. Je suis plus capable du négatif. Là, je veux ramener le positif, puis d'une façon très, très, très naturelle et organique, inspirer les gens à revenir à l'olympisme puis à triper puis à dire « Crème, c'est vrai que c'est beau puis que c'est hot les Olympiques. » Faut revenir à ce qu'on avait comme sentiment avant les Jeux de Vancouver et après les Jeux de Vancouver, puis après, ben là, ça a tombé après Sochi, malheureusement. Mais je pense qu'on peut le ramener. Moi, je veux le ramener, ça. Donc, vous allez m'entendre, je pense, un Dominique Gauthier beaucoup plus jovial et positif, mais tout en étant aussi réaliste. Je ne sais pas si tu as réussi à convaincre ton ami Jean-Luc Brassard. Ouais, Jean-Luc est très négatif. Il a été brûlé à bien des égards, Jean-Luc, avec toute l'histoire de Marcel Aubu. C'est lui qui l'a pris sur ses épaules. Nous, on a été des instigateurs derrière de tout ça. Quand je dis nous, avec B210, parce qu'on voyait bien que ça avait
pas de sens tout ce qui se passait. On a été les premiers aussi à mettre de la lumière sur des athlètes qui étaient abusés. Fait que Jean-Luc est vraiment arrivé dans cette tempête-là, puis lui, il l'a pris sur ses épaules. Il y avait presque, c'était 91 ou 12 personnes qui avaient porté plainte contre Marcel Aubu. Puis à ce moment-là, Jean-Luc était chef de mission, puis il est allé au bat pour eux autres. Puis il s'est même fait dire à un moment donné par plusieurs de ces 92-là, vas-tu fermer ta gueule? Puis lui était là, non, je ne vais pas fermer ma gueule. Tu sais, ce que je ne peux pas lui reprocher à Jean-Luc, c'est de ne pas être transparent, tu sais, et de ne pas être vrai. C'est un gars qui est vrai. Puis à cause qu'il a tellement été brûlé de même, là, il a une haine envers les Olympiques. C'est là où là, maintenant, on a une opinion différente. Moi, oui, je suis capable d'être critique, mais je vois encore le beau. Ça m'anime encore beaucoup. Et je ne vois pas, encore une fois, pour me répéter, comment, oui, organiser des championnats du monde dans plein de sports, c'est bien le fun, mais on reste dans nos vases clos que si tu aimes la natation, tu vas regarder les championnats du monde de natation, sinon tu ne le regarderas pas. Il n'y a pas la magie de tous les athlètes, tous les sports en même temps, à la même place pendant 3 semaines. Non, c'est ça. Tu ne l'as juste pas. C'est pas réplicable. Fait qu'on l'a, là. Peut-être qu'on peut le remodeler, on peut le réajuster, le rebrander, amener une grosse firme de marketing là-dedans, puis on rebâtit les fondations du temple parce que, ultimement, je pense, ça sera toujours là. Est-ce que ça va changer, évoluer? Il y aura toujours une compétition internationale avec tous les sports, avec tous les meilleurs au monde. Il ne faut pas toujours dire toujours, là, mais pour aussi longtemps que nous, on va être sur Terre, ça va être encore là. Fait que, la formule va peut-être changer, comme tu dis. Il y aura peut-être des jeux, parce qu'on vise des jeux plus économiques, plus éco-responsables. Absolument. Est-ce qu'on paiera les athlètes un jour? C'est un autre dossier. Ça aussi, c'est bon, ça. Non, mais tu vois, ça, Jean-Luc parle souvent de ça. Puis je suis d'accord là-dessus, à quelque part. Question de principe, ça ne va pas rendre les athlètes riches. Il n'y a pas un athlète qui va le faire pour ça. Selon moi, je dis ça. Il y en a peut-être qui vont être motivés un peu plus. Mais tu sais, un athlète olympique comme Laurent... Ça ne changerait rien dans ma préparation. Dans ta motivation. Quand même. Non, c'est ça ne changerait oui. rien, mais je le prendrais quand même. Je pense que ça serait équitable dans le sens, comme la NCAA est en train de le faire transitionner vers ça. Là, Tu remplis un stade de 100 000 personnes au football collégial, puis le coach a payé 10 millions par année, puis l'athlète ne fait rien. Je trouve qu'il y a un non-sens derrière ça un peu. Là. Ça reste l'athlète qui se produit en spectacle, qui prend les risques de blessures, qui gère la pression. Puis aux Olympiques, c'est un peu ça. Mais en effet, on ne sera pas riche avec ça. Puis ça ne changera pas, je pense. Ça va-tu allonger la carrière d'un cycle olympique? Probablement même pas. C'est une fois aux 4 ans. C'est peut-être juste... un montant symbolique aussi. Ben non, c'est ça, exact. Mais comme par principe, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut sérieusement envisager. Les montants qu'ils peuvent dégager, c'est énorme. Puis l'athlète qui reçoit rien, il y a des sports en ski alpin, tu fais 50 000 francs suisses quand tu gagnes une Coupe du monde. Si tu gagnes une médaille d'or olympique pour le Canada, tu fais moins que ça. Le Canada te donne moins que ça, puis les Olympiques te donnent rien. Fait que financièrement, oui, OK, avec ta médaille olympique, tu peux avoir des commanditaires puis tout, mais le jour J, t'es mieux de gagner une Coupe du monde que les Olympiques financièrement. C'est comme il y a quelqu'un qui garde le cash pour lui. Oui, puis tu sais, on le voit en tennis, là, quand tu es sur le tableau principal, tu fais tout au moins, eux, c'est des plus gros montants. Oui, ça aussi, tous les athlètes qui participent. Ouais, mais il y aurait moyen de faire de quoi, là, tu sais, c'est-tu le top 20, le top 30, là, tu peux descendre assez bas, puis c'est plus que symbolique, parce que je pense qu'on pourrait arriver à des montants où ça pourrait être, tu sais, on lance des chiffres, là, mettons, un 50, 60, 70 000 pour une médaille d'or dans tous les sports. Ça pourrait être intéressant, puis après, tu fais une régression jusqu'au 30e, puis le 30e, je ne sais pas, il fait 1000 piastres. Mais au moins, il y a quoi qui est une image où, regarde, on est prêt à repartager les revenus. Exact. Oui, ça, tu vois, je serais pour. Moi, ce que j'irais au bâton en premier pour ça, je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler avant, mais ça serait une des belles façons de démontrer qu'on a à cœur notre produit principal qui sont nos athlètes. Tellement. Bien content de t'entendre là-dessus. Puis pour ce que tu disais, Dominique, tu es rendu sage maintenant, c'est peut-être parce que tu es un papa, puis c'est l'âge qui fait ça. Je suis gris un peu. Mais comme je le disais souvent, peu importe, il y a comme un podium de choses intéressantes à dire. Il y a 3 éléments. Soit la victoire, donc c'est sûr qu'on va en parler s'il y a une victoire.
une belle histoire, ben, c'est ce que vous faites, c'est ce que tu veux faire aussi, raconter le beau. Puis les bonnes histoires. Les bonnes histoires, ben, c'est des fois les cas de dopage, c'est les cas de tricherie, c'est les cas des erreurs, des choses mal intentionnées. Alors, si tu as un podium de sujets à explorer lors de ta chronique, lors de tes chroniques, je pense que tu vas faire ton travail avec beaucoup de sagesse et de professionnalisme, Dominique. J'espère. En tout cas, je regarde l'horaire pour Paris, puis à chaque jour, il y a une journée là, où je me demande de quoi je vais parler, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, là, mais déjà, j'ai regardé tout l'horaire, puis il y a toujours de quoi d'intéressant qui est pertinent pour nous, les Canadiens. Là. À un moment donné, je ne peux pas Ah oui. me mettre juste à parler de sport qui ne nous concerne pas. Là. J'en parle si c'est pertinent, mais sinon, c'est sûr, il faut revenir à ce qui nous intéresse. Les Jeux d'été, comparativement aux Jeux d'hiver, ce qui est plate, c'est qu'on a moins d'athlètes de tête québécois. Surtout que là, on a vraiment perdu une certaine dominance en plongeon qui était quand même beaucoup québécoise. Un seul Québécois cette fois sur l'équipe nationale. Oui, puis on a des noms super intéressants à suivre. Là, Charles Philibert, puis Audrey Leduc. Audrey Leduc, il y en a quelques histoires, mais des athlètes qui vont être des athlètes qui vont être sur le podium, médaille d'or, ou qui vont. Il n'y en a pas beaucoup des Québécois. Donc, c'est un peu plate, mais il y a tellement des belles histoires que si on les apporte, comme mon histoire de Ethan Katzberg au lancer du marteau, il y en a plein des trucs comme ça là, qui font que ça va susciter l'intérêt des gens qui vont venir écouter, même si ce n'est pas un petit gars ou une petite fille de chez nous. C'est quand même des Canadiens. Ramenons le liste d'or. Ben, il va y avoir les lauriers. C'est encore cette année. Oui, ça, je me rappelle. Ils sont quand même un peu la même chose, mais pas pour le Québec. La liste d'or, c'est juste pour les Québécois, right? C'était pour les Québécois, puis il y avait un rang. Si tu atteignais, par exemple, ta meilleure performance, bon, ben, tu l'avais. C'est supporté par le gouvernement du Québec, d'ailleurs, me semble. Oui, et le lait, je pense. Okay. Mais il y a des gens qui disaient, ben c'est ça, on va se contenter d'être 7e et d'être content, là, mais bref. Moi, mais ça, tu vois, c'est un autre. Peut-être qu'on refait un autre podcast là-dessus, mais de plus en plus, j'entends qu'il ne faut pas juste être obsédé par la victoire, puis parler des gens qui finissent 15e, tout ça. Je suis entièrement d'accord. Puis comme tu le disais, Marc, là, si parmi ces 3 critères-là, il y a une histoire derrière la 15e place, je vais être le premier à en parler. Ah oui. Mais celui qui aura un record du monde ou une médaille d'or, ben là, lui ou elle a déjà une histoire intéressante, à nous de trouver c'est quoi derrière. Mais l'intérêt est là, je veux dire. C'est pas vrai que regarde, je prends l'exemple qui m'est le plus proche à moi, là. Alex dans les bras de son frère handicapé à Vancouver, là, si Alex ne venait pas de gagner, là, ça aurait été quoi comme émotion? Ça n'aurait pas été ce qu'on a vécu. Ça a été un moment qui est marqué dans tout le cœur des Canadiens qui ont regardé parce qu'il a gagné. Il faut se dire les vraies choses. Là. On est là pour gagner. 2e, 3e aussi, mais on est là pour gagner. Le monde, il nous compte des menteries en pleine face, le monde qui disent que non, mais tu sais, ceux qui finissent 15e, c'est beau. Oui, c'est beau. On ne va pas les dénigrer, je ne vais pas les rabaisser. C'est pas les rabaisser de dire qu'on veut gagner. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Je veux dire, je pense que chaque athlète est là pour faire de son mieux. Puis oui, il y a des athlètes qui ne sont pas réalistes d'espérer la victoire, mais comme culture sportive, comme athlète, tu vises d'être le meilleur. Tu ne rêves pas à 14 ans de finir 15e. Tu rêves de gagner. Tu rêves d'être le meilleur dans ton sport. C'est normal. Il ne faut pas... Des fois, je trouve qu'on tourne autour du pot, puis on parle du bien-être, l'équilibre. Et tu peux être équilibré, être bien dans ta peau en gagnant. Tu n'as pas besoin d'être 15e pour être bien dans ta peau. Là. Pour vouloir gagner, c'est ça. Tu peux viser la victoire. Bon, tu ne l'auras peut-être pas, mais il faut t'aviser la victoire aussi. C'est ça. Il faut ramener un peu de ça là, dans notre société, dans le monde du sport. Oui, absolument. C'est bon, ça. Ben écoute, merci beaucoup Dominique de ton temps, puis je sais que tu as eu une semaine fort chargée, puis ça s'en vient, Paris pour toi, ça va être quelque chose d'excitant. Et déménagement, un retour au Canada, là, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais tu vivais... Oui, ça faisait 3 ans qu'on était dans le coin de San Francisco, donc beau soleil à tous les jours, dont je vais m'ennuyer, mais pour le reste, ce sera que du bonheur de revenir à Vancouver, là, notre maison qu'on habitait depuis 7-8 ans, mais on était ici, expérience superbe. Mais ça nous fait apprécier aussi ce qu'on a au Canada. Une communauté qui est tissée beaucoup plus serrée et un support social qu'on pourrait débattre de bien des choses là, sur notre système médical, notre système d'éducation, mais de pointer du doigt l'autre bord des douanes au sud puis de dire que c'est mieux, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Il faut l'avoir vécu et ne pas être là comme touriste pour comprendre qu'on est quand même choyé au Canada. Ah, c'est beau. Mon Dieu, tu as changé, Dominique, j'aime ça.
Toujours du positif. Là, pas que j'aimais pas avant non plus. Non, mais je vais chialer quand même un peu des fois, là, mais comme je te dis, c'est quand ça va venir à moi, là, je vais vraiment, je vais mordre dedans. C'est bon, c'est bon. Nous, Laurent, on va suivre les jeux comme ça, en balado. Oui, exact. Ben oui, c'est sûr. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment le fun de vivre ça avec toi puis de regarder toutes les grandes performances canadiennes et mondiales. Là. C'est ça, les meilleurs athlètes au monde de tous les sports. Comment qu'on peut ne pas aimer ça? Effectivement. Alors, on se branche sur nos télévisions, on écoute Radio-Canada, CBC et tout ce qui existe sur les écrans. Puis nous, on sera là. On continue de vous jaser de sport olympique et pré-olympique et post-olympique par la suite. Mais c'est sûr que Paris va être pas mal dans nos conversations et parmi nos invités pour les prochaines semaines. Assurément. Merci beaucoup, Laurent, ta participation. C'est notre balado. Et bien sûr, il est disponible en audio pour ceux qui nous voient. Puis il est disponible en vidéo pour ceux qui nous écoutent et qui ne savaient pas que c'était quelque part sur Facebook et autres plateformes. Puis Dominique, merci encore de ta collaboration. Tu as toujours dit oui. Ça fait combien de temps que je te connais? Je ne sais plus. Mais tu m'as toujours dit oui pour n'importe quelle niaiserie. T'étais le premier là. T'étais le premier là tout le temps. En 93, 14 avec TQS. Regarde, man. J'oublierai jamais. On n'oublie jamais ceux qui nous ont aidés dès le début. C'est bon. Et qui nous ont inspirés à être des gens de communication, dans le fond. Fait que, merci à toi. C'est toujours un plaisir. C'est un grand plaisir. Puis merci infiniment. Alors, au revoir et on se donne rendez-vous à un prochain balado. Bye. Bye.